Bonsoir à tous. J'ai une question. On parle énormément d'intelligence artificielle en ce moment. Et est-ce que pour optimiser le parcours client ou pour le prédire davantage et anticiper le parcours de nos clients, on utilise l'intelligence artificielle dans quelques-unes de vos entreprises? On va dire sur ce que tu disais, nous on a fait des tests justement pour faire la prédiction de trafic par exemple. Donc grâce à toute la techno dont tu parlais, c'est de se dire, voilà, avec différents jeux de données sur lesquels je ne rentrerai pas parce que je ne suis pas expert, mais de pouvoir prédire en fait par rapport à toutes nos données nous, qu'on a en interne d'opérations, de trafic dans nos magasins, donc on croise avec les données mobiles, de pouvoir réussir, on a réussi quand même à prédire avec vraiment un très bon taux de trafic à la semaine, alors pas à la journée, mais au moins à la semaine. Ce qui peut permettre en fait, par exemple, déjà de localement peut-être pouvoir ajuster certaines variables, que ce soit des heures en magasin, que ce soit éventuellement une opération locale, un boost de stockage chez une braderie, n'importe quoi. Hein. Et inversement, faire aussi de la guérilla marketing face à ces concurrents. Ou bien de pouvoir utiliser après, si on utilise la techno sur du média, de pouvoir faire de l'affichage ou pour faire du drive to store quand on passe à côté en fonction de certaines choses. Donc c'est des choses qui sont en test, mais c'est en train de pas mal monter en puissance sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que vous l'individualisez aux consommateurs? Et l'exemple que j'aurais, c'est, vous constatez que je suis cliente ERA, vous constatez que tous les 15 jours, je consulte votre site et je m'équipe de chaussures. Et donc, au bout du 15e jour, je reçois une paire de chaussures ou une offre sur une paire de chaussures qui me... Alors, effectivement, idem, quoi. L'intelligence artificielle, c'est un peu le mot à la mode. Aujourd'hui, on peut faire déjà plein de choses avec ce qu'on appelle des algorithmes classiques, quoi. C'est ni plus ni moins des vieux programmes, hein, c'est la même chose. Donc, je suis assez vigilant aussi sur tout ça. Je pense que moi, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment quand on est dans le prédictif, qu'on peut réussir à créer des émotions via en fait, des programmes. Donc, je pense que là-dessus, déjà, avec ce qu'on peut faire sur les data, il y a pas mal de choses. Donc la personnalisation, oui, ça fait partie des enjeux. Après, de là à dire que c'est de l'intelligence artificielle pure, non. Mais oui, l'enjeu, c'est aussi de personnaliser un maximum avec toutes les données, et ça va être tout l'enjeu aussi, de réconcilier en fait toutes les données en numérique qui sont fortes, des données qu'on a en magasin qui sont un peu plus compliquées. Et surtout, en fait, ce qui est compliqué, limite les collecter des deux côtés, ça va, mais c'est de les réconcilier, en fait. Ça, c'est le vrai gros enjeu. Une autre question? Je vais juste me permettre de rebondir, mais en fait, moi, je partage complètement la prudence. C'est-à-dire qu'en fait, on sort justement de toute une phase où on s'est tous précipités dans l'intelligence artificielle, dans le big data, dans tout ça. Et en fait, là maintenant, on est tous en train de se recentrer sur des choses appréhendables humainement. Et sur le fait que vous, peut-être, ça vous intéresse qu'on vous envoie l'offre de chaussures au bout de la 15e fois, mais en fait, il y en a plein, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc on est plutôt sur rechercher comment je satisfais au mieux chacun à l'instant et au moment où c'est comme ça qu'il a envie de consommer. Donc, et c'est ça qui est compliqué. Et ça peut pas que être de l'intelligence artificielle. Donc on est plutôt en train de se dire comment est-ce qu'on affranchit nos collaborateurs de tout ce qui peut être fait par d'autres personnes que l'humain, pour redonner de l'humanité à toutes nos relations, même quand elles ont une partie digitalisée. Donc nous, on est plutôt à les faire basculer dans le côté moyen, alors qu'on a eu une phase où c'était plutôt la fuite en avant, ça fait super bien, etc. Je pense que c'est vraiment ça la vigilance, c'est qu'est-ce que je veux en faire. Et donc c'est là maintenant le driver, c'est la satisfaction du client et le bien-être des collaborateurs. Et c'est la somme de tout ça. Et les outils, c'est au service de ça. Je vais avoir un témoignage un peu à contre-courant, et qui doit correspondre aussi à une pratique d'ailleurs des sociétés d'assurance. C'est que nous, après avoir, à peu près vers la fin des années 90, tenté plutôt les systèmes experts, donc l'ancienne acception finalement d'intelligence artificielle, c'est-à-dire aller vider la tête des vérificateurs, pour aligner des monceaux de règles de gestion et réussir comme cela à faire ce qu'on appelle la programmation du contrôle fiscal, c'est-à-dire savoir qui on va contrôler, que ce soit des particuliers
ou des entreprises, et bien en fait on est revenu sur le modèle d'ailleurs des Belges qui ont beaucoup été en avance sur nous là-dessus, sur plutôt une analyse des données par rapport à des groupes de référence. Et donc ça on le pratique aujourd'hui, la Direction Générale des Finances Publiques, c'est-à-dire le fait de rassembler dans des lacs de données toute l'information que l'on connaît, qu'on a pu identifier et rattacher soit à une entreprise, soit à une personne, sous contrôle de la CNIL évidemment, tout ça c'est fait sous contrôle de la CNIL. Donc on rassemble toute cette information dans des lacs de données et nous injectons également dans ces dispositifs, disons, les fraudeurs connus. Les fraudeurs connus définissent finalement un groupe de personnes qui ont des caractéristiques et qui ont des caractéristiques auxquelles l'humain d'ailleurs n'a pas pensé. Et ensuite, par rapport à ce groupe de référence, là on est sur des algorithmes classiques de rapprochement des distances, de calcul de distance, pour savoir qui est, voilà, des zones logiques, des zones logiques, mais pas géographiques, c'est-à-dire que tout critère, je ne sais pas, l'âge, le nombre d'enfants, le fait que l'entreprise soit ancienne ou pas, qu'elle soit déplacée, des critères auxquels l'humain ne pense pas, parce qu'auparavant on se basait sur des raisonnements humains pour aller faire la programmation. Et bien là, depuis 3-4 ans, on commence à expérimenter ces méthodes qui consistent à dire est-ce que cette entreprise, par rapport à toutes ces caractéristiques que l'on connaît, est loin ou pas du groupe des fraudeurs dont on sait que ce sont des fraudeurs. Et à partir de là, on induit une programmation du contrôle fiscal. Et là, on est dans le cycle, actuellement, on est dans la boucle, là. C'est-à-dire qu'on a généré un certain nombre de listes d'entreprises à contrôler, et on va voir si, finalement, les résultats dans ces méthodes sont meilleurs ou pas. Les Belges ont à peu près une dizaine d'années d'avance sur nous, et ont d'excellents résultats, notamment dans les fraudes à la TVA. Donc là, c'est l'intelligence artificielle dans sa nouvelle acception, c'est-à-dire on ne prétend pas remplacer un cerveau humain, créer des réseaux neuronaux, enfin avoir mis sur papier toutes les règles, ou dans les algorithmes, toutes les règles de gestion, mais on a un raisonnement plutôt de distance entre une personne et un groupe donné, ce qui est utilisé également en médecine, pour les assurances, donc du profilage. Alors, avec un inconvénient majeur là-dedans, c'est qu'à un moment donné, si quelqu'un dit « mais pourquoi moi ? Pourquoi j'ai été contrôlé ?» personne ne peut répondre. Vraiment personne. Une question encore sur cette première partie, ou alors on continue sur la suivante. Ah, une dernière question peut-être, Winnie ? Juste un petit point qui s'adresse aussi aux professeurs. Est-ce que cette approche de digitalisation remet en cause les fondamentaux du marketing ? Focus group versus test and learn. J'essaye, je ne fais pas de business model, je ne calcule pas des ROI, j'essaye, je jette, je vais vite. Alors en fait, le marketing à l'ère digitale, d'ailleurs on a appelé nos programmes à l'école marketing à l'ère digitale. On n'appelle pas ça marketing digital, parce qu'en fait c'est du marketing. Est-ce que ça remet en cause un certain nombre d'outils traditionnels ? Moi, je pense que Radhika, qui est experte en études, pourra être d'accord avec moi. Non, enfin, un focus group reste un outil dans certaines circonstances, par rapport à certains éléments qu'on a envie de tester, reste un outil. C'est vrai que le digital rajoute des outils, rajoute des perspectives intéressantes et toutes ces nouvelles techniques issues, qui nous ont été inspirées par la création des startups, de travailler sur des projets avec des cycles courts. Enfin, ça c'est pareil, Antoine en parlerait mieux que moi, mais sur des cycles courts, agiles, pour faire du quick and dirty, élaborer des offres, améliorer ces offres progressivement. Ça en marketing, chez RAM, vous le faites aussi beaucoup. Donc le marketing en fait est toujours le marketing, c'est la création de valeur pour l'entreprise, pour l'utilisateur. Ça c'est la définition que moi j'aime bien du marketing, c'est un cercle vertueux de création de valeur. Le digital apporte aussi des possibilités, des opportunités de création de valeur, mais ce à quoi nous on travaille aussi beaucoup, c'est avec tous ces outils focus group justement, parce que l'étude que des professeurs chercheurs d'école ont menée là au sein du Futur Lab sur les rêves et cauchemars issus de la digitalisation des parcours clients, c'est à la base d'un focus group avec des découpages papier, donc vous voyez c'est quand même très concret et très, très pratique. Et l'idée est de comprendre aussi quel est le niveau d'acceptation du consommateur, justement par rapport à toutes ces technologies. En fait, quand vous vous dites que vous vous recentrez sur vos modèles économiques initiaux et que finalement l'interface, le vrai vendeur, une personne physique, c'est important, tout ça dépend bien sûr de ce que vous avez envie, de la relation que vous avez envie d'instaurer avec votre client.
Il y a du self-care qui peut être totalement automatisé et parfaitement bien accepté par les utilisateurs. Et puis en revanche, utiliser de la donnée personnalisée pour pousser, ce que vous disiez tout à l'heure, pousser des informations spécifiques dans des lieux spécifiques juste à soi, ça peut être perçu comme une intrusion très forte. Donc non, le marketing reste le marketing, mais il est devenu encore plus rigolo qu'avant en fait. Moi, j'ajouterais juste une chose, le marketing reste le marketing. Je pense que ce que ça fait évoluer, c'est que par contre, on essaye de donner de l'autonomie sur des choses qui ne pouvaient être faites que par le marketing avant, parce que les outils ne permettaient pas de le décentraliser. Et donc ça permet à des échelles différentes, à des gens qui ne sont pas issus du marketing, de pouvoir eux aussi faire des approches parce qu'ils ont la connaissance de leur territoire ou de leur portefeuille ou d'un point de vente. Donc ça leur permet plus d'autonomie avec plus de façons de faire des croisements de données sans être ni un marketeur né, ni un statisticien. Voilà. Donc c'est plus ça qui évolue en fait. C'est à plusieurs échelles, quoi. Et le marketing aussi fait cohabiter deux mondes, le monde des créatifs, des marketing artistes et des marketing scientists, donc qui sont en mesure de maîtriser et comprendre la donnée, savoir dialoguer avec la technologie, intégrer la technologie, savoir communiquer avec des DSI, des développeurs. C'est peut-être aussi au niveau du marketing des éléments qui changent considérablement. Enfin, Renaud, je ne sais pas ce que tu pourrais ajouter sur cet aspect-là qui... C'est vrai que, contrairement, alors moi j'ai commencé mes premières armes chez Unilever, le métier a beaucoup évolué et je pense que au-delà de ça, et on en reparlera je pense tout à l'heure dans la transformation, c'est justement d'être vraiment dans cette démarche de curiosité et d'apprendre à apprendre et avec quand même, on dit toujours d'ailleurs, du coup tu parles des DSI, mais les DSI qui peuvent faire du marketing désormais et inversement, moi j'ai le cas dans mes équipes, on a pris quelqu'un qui était côté IT et qui avait piloté toute notre replatforming et aujourd'hui il est responsable digital et e-commerce d'une de nos marques. Donc les frontières sont de plus en plus floues et tout est de plus en plus imbriqué, tout va de plus en plus vite. Donc il faut vraiment par rapport à ça être assez humble, être ouvert et puis se remettre en cause, quoi. Nos étudiants leur apprend à coder par exemple. Forcément un métier qu'ils exerceront plus tard en tant que tel, mais en revanche ils sauront dialoguer avec les développeurs. On enchaîne peut-être sur la suite. Bien, donc, pour entamer donc, cette deuxième partie de l'échange et de la soirée, qui est consacrée à l'impact sur l'organisation de la digitalisation du parcours client. Je vais peut-être faire juste une petite référence à quelque chose qu'en informatique on utilise, une loi auquel on se réfère assez souvent, qui est la loi de Conway. La loi de Conway qui dit que le produit de ce qu'on réalise, nos programmes, notre site web, etc., est généralement le reflet de la manière dont on s'est organisé en interne dans les équipes. Et là, puisqu'il s'agit maintenant de savoir, de transformer la relation au client, d'avoir ces nouveaux canaux, d'avoir cette nouvelle derrière, quelle est la nouvelle organisation qui est associée. Et donc, à chacun d'entre vous, demander est-ce qu'il y a eu des bouleversements internes par rapport à ces transformations sur la digitalisation. Peut-être Razika. Alors, à notre niveau, effectivement, pour pouvoir savoir maîtriser, analyser des données, on le disait juste avant, les frontières entre l'analyste, la DSI et le spécialiste marketing devient très floues. Et il est vrai qu'on s'enrichit en fait l'un et l'autre. La DSI, celui qui maîtrise l'outil informatique et qui sait modéliser pour ensuite être capable de répondre aux besoins du marketeur qui, lui, veut modéliser, exprimer et focaliser sur un rendement, sur un positionnement, sur des informations financières ou moins financières. Et là-dessus, pour pouvoir gérer de la data et de la big data, où on entre dans quelque chose d'un peu irréaliste, en termes de lignes de données,
peut pas le faire comme on pouvait le faire il y a 30 ans. Et ces apports que nous offrent les spécialistes informatiques et les spécialistes, les statisticiens est vraiment primordial là-dedans. Et chez CBRE, ceux qui sont aussi à la base de la création de Calibrate, c'est d'abord et surtout en fait, des analystes statisticiens avec des spécialistes informatiques, enfin, de la DSI, pour retraduire, ou en tout cas essayer d'utiliser l'informatique pour traduire l'information. Et avec une réorganisation des équipes, ou finalement un nouveau produit qui arrive et qui va être... C'est un nouveau produit qui arrive, et donc on doit forcément se former à ce nouvel outil, connaître connaître vraiment tous les détails pour pouvoir bien l'appréhender et bien l'expliquer à nos clients. Et puis derrière, ouvrir nos équipes à d'autres compétences, là où peut-être habituellement on n'avait pas ce genre d'appétence, ce genre d'échange entre des univers totalement différents, mais qui dans les faits, la DSI, oui, nous apporte énormément et on a besoin d'eux, et on tend à s'ouvrir et à ouvrir nos équipes vers d'autres domaines. Et là-dedans, oui, on peut, comme le disait Arnaud, sur le fait qu'un spécialiste DSI qui est devenu maintenant responsable du digital chez RAM. C'est une occasion d'éventuellement questionner la transformation de RAM par rapport à cette... Par rapport à ce que je dis tout à l'heure, pour moi, c'est que ça, en fait. C'est le premier levier. Donc, au-delà de tout le change management, donc vis-à-vis des collaborateurs, et notamment sur le terrain, en ce qui concerne notre spécificité retail, puisque le groupe, on a plus de 1000 points de vente, c'est en interne pour assurer cette transformation-là. Alors, nous, toutes les synergies, justement, on et offline, moi, j'ai créé, dès que je suis arrivé, une direction cross-canal. Donc, parce qu'il y avait un silo e-commerce et un silo magasin. Moi, j'ai la chance d'avoir la direction marketing et digital, donc d'avoir tout le chapeau. Et donc, parce que on faisait du recrutement en magasin d'email, mais pour faire des mailings pour favoriser l'e-commerce, ce qui est totalement ridicule, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est aussi de faire rentrer dans des entreprises comme nous des nouvelles compétences. Voilà, donc en e-commerce, j'ai recruté moi, des gens de chez Google, donc on n'avait pas vraiment des compétences business, puisqu'ils étaient de ce côté-là, mais qui ont apporté des nouvelles choses. Là, on était vraiment en retard aussi, c'est surtout le bouche-à-oreille de nos marques et la e-réputation. Voilà, donc de plutôt prendre soit des profils plus jeunes, soit de prendre des gens qui sont plutôt des influenceurs à leurs heures perdues. Donc d'avoir une bonne mixité aussi, un bon équilibre, un sain turnover et de compétences entre des gens qui viennent plutôt du digital, d'autres qui viennent plutôt de la maison, qui connaissent bien et qui ont plusieurs parcours, qui sont passés par le produit, qui sont passés par le terrain. Et je reviens encore là-dessus. Voilà, c'est là où on va avoir de la pertinence. Et donc le vrai chantier, il est autour de ça, d'avoir des bons équilibres, des bons rapports de force et des bonnes complémentarités de profil. Et éventuellement avec des partenariats extérieurs, ou vous faites vraiment tout en interne dans ces innovations-là? Non, alors on bosse avec énormément de prestataires externes, toute la galaxie des solutions, quand on fait tous les salons, c'est énorme. Mais c'est la capacité, effectivement, de pouvoir flairer les tendances, ce qui se dessine. Moi, je vais privilégier, puisque je ne connais pas les stats exactes, mais mon DRH a fait il y a 65% des métiers qui n'existent pas. Voilà, j'avais même vu, et il s'était moqué de moi, un gros salon e-commerce à Monaco. Donc les fonctions de direction marketing en fait mouraient de plus en plus vite, et les durées de vie des directeurs marketing se réduisaient drastiquement. Voilà, c'est de se dire qu'il faut entretenir une bonne hygiène de curiosité et d'humilité sur certaines choses, et de ne pas avoir peur sur des sujets qu'on ne connaît pas, d'aller regarder, de se faire son avis. Donc je pense que avant tout, il faut privilégier justement cette complémentarité et cette envie d'apprendre et puis de se remettre en cause, puisque dans un environnement hyper changeant comme le retail aujourd'hui, voilà, celui qui prétend qu'il sait, il y a quelque chose qui n'est pas normal a priori. Casser les logiques en silo, je ne sais pas, dans les grandes organisations comme dans la banque ou à la DGFIP, parce qu'il y a eu des changements majeurs.
Alors c'est vrai que nous avons une organisation en métier en silo sur, par exemple, le type de contribuables avec lequel nous travaillons, sur les contribuables professionnels ou particuliers ou les collectivités locales. Il y a également une partie dépenses qui est toujours en silo. Donc de ce côté-là, on n'a pas encore rompu les barrages à ce niveau-là. Il y a aussi une question de savoir-faire, de savoir-métier, sur lesquels on a du mal à créer des personnes qui soient trop polyvalentes. On est plutôt dans une logique de spécialisation. Ce que je voudrais dire sur la transformation, en revanche, qui est importante, c'est la transformation du type de métier exercé. Je parlais tout à l'heure des milliards de données qui rentrent tous les ans. Clairement, ces milliards de données passaient entre les doigts des personnes jusqu'à un passé encore récent. Et aujourd'hui, on est sur une transformation, c'est-à-dire beaucoup moins de tâches d'exécution, clairement, dans tout ce type d'administration qui embrasse beaucoup de données vis-à-vis du citoyen. Beaucoup moins de tâches d'exécution et plus de tâches, bien sûr, d'expertise, de contrôle des flux. Et notre travail au niveau des DSI de ce type d'organisation, c'est maintenant de faire en sorte que le maximum de flux soit fluide, en termes déclaratifs, en termes paiement, en termes de tout ce qui est captation d'informations ou retour d'informations, que l'essentiel des flux soit fluide et que l'on puisse en extraire les singularités pour celles-ci les soumettre à l'humain. Mais sinon, le maximum de choses doit être automatique. Donc ça modifie le métier qui est exercé, ça modifie les profils des personnes que nous devons recruter et former, avec tout le fait que ça ne peut se faire que sur 1-2 générations dans une grande administration publique. Il y a un deuxième aspect de segmentation qui est la segmentation géographique. Et à la DGFiP, on a aussi une logique un peu de c'est mon précaré, c'est ma ville, Donc traditionnellement, parce qu'il y avait une responsabilité des comptables, il y avait une responsabilité des comptables dans le recouvrement de l'impôt. Donc un comptable est responsable du recouvrement sur une région, sur une zone vraiment géographique. Et ça a perduré, mais on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous payez votre impôt sur le revenu, eh bien, ça n'est pas sous la surveillance du comptable de Nantes-Ouest. On a tous des mécanismes qui sont hyper automatisés. D'ailleurs, ça va directement sur les comptes administratifs du comptable de Limoges, du comptable de Strasbourg, parce que c'est là qu'on a les centres d'information. Donc, cet aspect comptable et responsabilité du comptable étant en train de disparaître, eh bien, on va avoir une logique, effectivement, d'éclatement de la géographie, de la localisation géographique de ces services, là où sont effectivement les contribuables. Du coup, il y a une logique d'aménagement du territoire qui commence à se mettre en place, et on a la commande, d'ailleurs, aujourd'hui du ministre sur ces sujets, c'est-à-dire de faire exécuter les tâches, non pas à l'endroit où sont les contribuables, mais ailleurs, là où effectivement on peut créer d'autres zones de vie, donc là où les agents souhaitent aussi travailler, où on aura plus de volontaires pour aller s'installer à Lyon qu'en région parisienne, par exemple. Encore plus à Nantes, évidemment, qu'en région parisienne. Et donc, cette logique est à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser toutes les technologies que l'on a pour délocaliser les missions et ne plus avoir cette liaison entre mission et géographie et localisation des contribuables, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Pour les silos, à bon populaire. Oui, alors effectivement, nous les métiers, on a pareil. Et sur les silos, en fait, tout à l'heure, je disais, on en reparlera parce qu'on a créé les canaux, mais on n'est pas encore vraiment omnicanaux. Pour moi, je pense que ça, c'est vrai du point de vue du client, mais on l'a fait en se projetant pas. Et donc, en fait, derrière ces canaux-là, il y a des spécialistes de ces canaux-là. Le client, c'est toujours le même. Donc, en fait, on est plutôt dans des enjeux là d'organisation qui sont certaines technologiques sur le vrai partage de la connaissance client. On s'en doute aussi que on regarde plus les bonnes données. Je pense que les données qu'il fallait regarder pour un client avant et celles qu'il faut regarder maintenant pour le satisfaire sont plus les mêmes. Donc ça bouge beaucoup. Et donc on est plutôt sur des enjeux de partage de la connaissance client. Et pour moi, on est aussi sur des enjeux comme le monde bouge très vite, les produits bougent très vite, la réglementation bouge très vite. On est aussi dans une impossibilité de demander à n'importe quelle personne, alors à part des gens méga brillants, mais je ne les ai pas encore rencontrés, on ne peut plus demander
à quelqu'un qui est en face du client, peu importe où il est, qu'il soit derrière Internet, un chat, en agence, de tout savoir sur tout. Et donc on a ce besoin de partage de connaissances, mais pas seulement informatique, de pouvoir être mis en relation avec celui qui sait, que ça soit aussi instantané. Ça, je pense que c'est l'enjeu. Et ça, c'est un enjeu d'organisation aussi. Et ce qu'on voit aussi beaucoup poindre, c'est comme on a beaucoup libéré le client, finalement maintenant il veut pouvoir nous voir peut-être à des moments qui ne sont plus adaptés au moment qu'on avait prévu d'ouverture d'agences ou de points de vente, qui d'ailleurs sont ouverts et des fois vides, donc on peut les proposer aussi, enfin, on peut être un peu créatif. Mais je pense que le monde de demain, il va aussi être à travers du télétravail. Moi aussi, je peux être en travailleur digitalisé, et c'est pas pour ça que j'accompagnerai moins bien mon client. Par contre, à l'inverse, c'est sur l'heure du déjeuner qu'il veut me rencontrer. C'est ballot, c'est maintenant que l'agence est fermée. Enfin, je dis ça, c'est pas le cas de toutes les agences évidemment, mais voilà, je pense qu'il y a une transformation qui, en fait, arrive, et je le disais au tout début, je pense que nous, ça nous est venu du monde de tous les jours, et je pense que ça continue. C'est-à-dire que, oui, nous, clients, consommateurs, on zappe, et on consomme quand on veut, comme on veut, et ben on veut aussi travailler un peu quand on veut, comme on veut, en apportant de la valeur à son client. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est en train de se tramer. Alors, ça demande beaucoup d'agilité. Nous, ça a aussi eu des conséquences sur l'ouverture. Je pense que le monde de la banque n'était pas très ouvert à aller partager ses expériences et devait croire être, je pense, soit trop différent, soit meilleur que les autres, et donc n'avait pas de bonne expérience à prendre des autres. Donc tout ça, ça n'est plus le cas. Très impliqué dans le monde de l'innovation, mais pas que, vraiment dans le partage en transversal. Donc je pense que c'est tout ça qui est en train de se faire. Et c'est matriciel, mais pas seulement dans nos métiers, enfin, pas seulement dans les métiers qui sont exercés et qui sont plus poreux. C'est la porosité, elle est un peu partout. Je vais rebondir sur peut-être un complément sur ce que vous avez dit par rapport à la capacité des salariés à développer le sens relationnel. Concrètement, comment ça se met en œuvre? C'est de l'accompagnement, de la formation, c'est du changement dans la communication à l'intérieur. Oui, c'est un peu tout ça, et c'est moins de la formation qu'avant. C'est plus du partage de c'est quoi la bonne solution, très pratico-pratique, mais en direct live. Je sais pas si je prends un exemple, je suis conseillère en agence, et moi je sais parce que j'ai le retour de mes clients, et ça aussi c'est moi qui l'ai. C'est pas quelqu'un là-haut qui, une fois qu'il aura analysé les profils, les machins, dira que dans mon agence on n'est pas très bon là-dessus. C'est moi qui le sais en direct live, c'est ça la nouveauté. Et ben je sais que moi en fait je suis pas super douée au téléphone, et en particulier quand il faut que je rappelle des clients que j'ai pas vus depuis longtemps. Et ben là, appel à un ami, et mon collègue d'à côté, lui je sais qu'il est super fort là-dessus, et j'ai la petite astuce sur la phrase d'accroche, mais c'est plus du en live que de la formation. Bien sûr, il en faut encore, mais je pense que c'est ça que ça bouleverse. C'est le fait d'avoir la notion de ce client-là, à moi, il pense ça de moi. Alors, je peux penser qu'il est crétin de le penser, mais en tout cas, ça veut sans doute dire un truc sur moi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour les bouger? Donc, je pense que c'est ça qui est en train de se transformer, en fait. Avec un changement d'état d'esprit, donc. Ouais, un changement d'état d'esprit, l'acceptation d'avoir en direct un retour. Et donc ça veut dire, si on veut que ça se passe, c'est pas tant ceux qui ont souvent contact des clients finaux qu'il faut former, c'est plus montrer de l'exemplarité ça veut dire que pour les services, entre guillemets, de back-office, ils sont eux aussi au service du client final. Donc eux aussi, ils ont des clients intermédiaires. Donc eux aussi doivent accepter ce quelque part retour de leurs clients intermédiaires, de la même manière, en direct live. Et bah toi, direction financière, ton tableau c'est vachement bien, les chiffres sont justes, j'y comprends rien, j'y passe 15 ans et j'en refais un autre. Et ben ça, il faut qu'on ait le retour. Et c'est comme ça en fait qu'on crée une dynamique un peu différente et de main dans la main, et qui sert aussi ce matriciel. Merci. Chez Forwerk, Hélène, vous nous avez raconté tout à l'heure comment le travail des conseillères a été transformé et digitalisé. Est-ce que ça a eu
ça a été aussi accompagné par du changement organisationnel, par de la réorganisation, éventuellement des craintes de centralisation. Alors voilà, c'est effectivement cet élément que je souhaitais apporter en tant qu'expérience venant d'un groupe. Alors au niveau local, au niveau France, je dirais pas encore de vrais grands bouleversements si on regarde au niveau du pays. L'arrivée de nouveaux métiers, nouvelles compétences, je n'y reviens pas, on en a tous parlé. En revanche, il est vrai que le digital, eh bien, évidemment, ça demande beaucoup d'argent, ça demande des investissements, vous le disiez tout à l'heure, des investissements colossaux. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance vraiment à vouloir centraliser. Et la preuve en est que dans notre groupe, il y a à peu près 2 ans, nous avons une division digitale qui est née. Alors, dans une entreprise, quand vous commencez à parler digital, la première chose qui va arriver, c'est qui va être responsable du digital. Alors là, vous avez le marketing qui arrive en disant évidemment, c'est moi qui connais Facebook, c'est moi qui connais Instagram, que sais-je, les réseaux sociaux. Vous avez le responsable de la relation client. Non mais attends, le client, c'est moi qui l'ai en direct, c'est moi qui chatte, c'est moi qui... Et puis là, évidemment, la DSI arrive, et attends, moi j'ai les solutions. Donc déjà, il y a une difficulté dans l'entreprise, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de définir et de s'accorder sur la feuille de route. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la vision? Après, qui est le pilote de chantier? On verra plus tard. Maintenant, il est vrai aujourd'hui que du fait de ces investissements colossaux, la question que nous nous posons, nos pays, notre projet de transformation a été initié par le groupe en mettant à bord bien évidemment les pays, mais les questions, on ne va pas se les cacher, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on aura toujours demain la liberté de faire ce que nous voulons? Est-ce que tout finalement ne risque pas d'être centralisé, tous les moyens ne risquent pas d'être, et notamment informatique, ne risquent pas d'être centralisés, et puis finalement on sera client d'une solution qu'on aura évidemment contribué à bâtir, mais vous savez très bien que la réalité parfois est de dire ok, on a un budget qui est de temps au niveau des SI, et vous avez le business qui arrive en disant on a des ambitions de temps. Et que les arbitrages peuvent être relativement difficiles. Donc là, je dirais que le grand bouleversement, il n'est pas encore arrivé. On sait qu'il va arriver, on va devoir changer, évoluer, avec toujours cette petite musique en tête. Est-ce qu'on aura toujours la liberté que l'on avait avant? Alors, la liberté, je m'entends, mais en tout cas, est-ce qu'on conservera cette marge de manœuvre qui était la nôtre, ou est-ce qu'on devra être dans une approche finalement voire trop top-down. Voilà. Et éventuellement, est-ce que vous pouvez nous dire sur cette direction digitale qui a pris le leadership? Alors, qui a pris le leadership? Eh bien, aujourd'hui, c'est une unité qui vit avec une quarantaine de personnes, et le leadership a été pris par le marketing de Vorwerk International. Voilà. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui travaille en très étroite collaboration avec la DSI. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont leur propre équipe. Donc ça veut aussi tout dire sur comment est-ce que dans un groupe on peut travailler ensemble sur une ambition commune et une stratégie commune. Là, je pense qu'on a quand même une marge de progrès. Alors, avant de passer la parole une deuxième fois, une fois de plus à l'assistance, peut-être revenir sur finalement les résultats obtenus. Vous disiez qu'il y avait des investissements colossaux. Je pense que chacune des organisations que vous représentez là-dessus a mis de forts investissements. Mais savoir quels sont les résultats obtenus et quels sont aussi les projets d'avenir par rapport à ça. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Donc à notre niveau CBRE, on est donc, comme je le disais tout à l'heure, une structure de conseil pour nos clients. Donc cet outil qu'on a développé
on vise à le mettre à disposition de nos clients, donc à le commercialiser. En termes d'investissement, effectivement, c'est assez coûteux de pouvoir avoir accès à toutes ces données. Les perspectives que ça nous offre, au gré de toutes les rencontres que l'on fait avec les différents clients que l'on a, nous montre que cet outil, je le disais aussi tout à l'heure, il va évoluer, il va continuer à évoluer, parce que systématiquement, à chaque cas, à chaque problème, on va avoir un angle d'analyse qui va encore différer de la précédente étude. On s'est rendu compte en rencontrant plusieurs collectivités locales responsables d'associations qui aident les territoires à redynamiser leur centre-ville, en l'occurrence, d'avoir en face de nous donc des acteurs publics qui ont besoin de la donnée, mais qui n'ont pas systématiquement les finances qui vont avec pour pouvoir y accéder. Donc on va réfléchir et on va travailler à un système gagnant-gagnant sur une capacité à mettre en place à leur disposition de l'information. Après, il faut la formater pour que ça ne soit pas trop chronophage pour nous, qui sommes une société privée. Donc, et puis, en retour, d'essayer d'avoir un accompagnement sur du plus long terme avec ces villes. Et ça, on sent que c'est une évolution qui peut arriver. Une diversification de la clientèle pour vous et complètement. Une augmentation de l'activité. Éventuellement. Oui, je vais faire très rapide parce que je crois que leur tourne. C'est sur tous les parcours. Nous, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a des KPIs sur la RSA, sur le Order from Store, sur le Click and Collect. Donc ça, on a toute une batterie qu'on suit et qu'on bench entre toutes nos enseignes. Le vrai enjeu en fait de ROI, il est cette vision de réconciliation online et offline, puisque à la fois dans toutes les répartitions de chiffre d'affaires et après dans toutes les visions de P&L sur lesquelles on est en train de changer toutes les règles d'attribution aussi, même sur les charges, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on sait que sur l'affiliation Internet, ça rapporte tant ROI, mais sur l'e-commerce. Donc maintenant, comment je mesure ça en termes de cross-canal? Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de vraiment piloter les ROI sur une vision en fait, de réconcilier entre les deux parcours. Et ça, c'est quand même le plus compliqué. Et après, de bien, parce que on a tendance justement à cloisonner, ce qui est logique pour les business units entre elles. Et ça, c'est le vrai gros enjeu, en fait. C'est de réconcilier les parcours on et offline et de reventiler totalement différemment toutes les charges et tous les chiffres d'affaires de l'entreprise. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que c'est culturellement, ça veut dire qu'on pète tout ce que le contrôleur de gestion faisait jusque-là. Et donc ça, c'est pas forcément simple. Et vis-à-vis aussi de partenaires comme des affiliés, des franchisés, plutôt des affiliés, on a des taux de commission aussi à gérer. C'est d'avoir non plus pas des usines à gaz, quoi. Donc c'est pour ça que moi je parle souvent de nos canaux. À un moment donné, si on commence à dire, tiens, sur tel taux de com, la RSA t'as ça, sur l'autre t'as ça, sur l'autre t'as ça, et puis c'est plus possible, quoi. Donc il faut qu'on arrive aussi à simplifier les choses. Donc un chantier qui est débuté, mais qui va durer. Ouais, qui n'est jamais fini, puisqu'on a déjà commencé quand je vous ai parlé tout à l'heure du Super CA, on réattribuait les choses. Là, maintenant, il y a un nouveau parcours, il faut l'updater, donc je pense que ce ne sera jamais réellement fini. Mais au moins, sur une gymnastique et une vision, on peut quand même avancer sur des choses, quoi. Alors chez Forwerk, les retours de la digitalisation? Alors c'est encore un peu tôt pour nous puisque le projet démarre, a été lancé, l'application, si je parle du projet dont je m'occupe, l'application a démarré au 1er septembre. Donc on va bien entendu mesurer, je dirais s'il y avait un message à faire passer ce soir, et je dirais que je martellerais même, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait quelque chose, et c'est du BSP, comme on dit, le bon sens paysan, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, avec quel objectif. Parce qu'on a tendance à partir très très vite, parce que soi-même on est convaincu, on est persuadé qu'on a la meilleure idée du monde et que forcément ça va marcher, mais on ne prend pas le temps suffisamment de bien réfléchir, finalement, je le fais pour quel objectif et qu'est-ce que je veux récolter comme bénéfice. On ne se pose pas assez au départ. Les solutions, on les trouve, ça c'est pas le problème, mais
pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'en attends, de manière à définir derrière les bons KPI, donc les bons indicateurs qui vont vraiment pouvoir permettre de mesurer la performance, et ce qui permettra derrière de justifier des budgets derrière. Mais si on n'a pas ça, forcément, à un moment donné, il y aura un énorme trou dans la raquette. Donc ça, c'est vraiment le message premier. Après, ce que l'on va mesurer avec notre application mobile, je reviens très rapidement sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça va générer comme opportunité d'affaires pour nos conseillers, et puis qu'est-ce que ça va générer pour notre conseiller en termes de recommandations de la part de nos clients. Comme je disais tout à l'heure, ce sont nos clients qui recommandent nos produits. Un client qui est suivi est un client satisfait. Un client qui est suivi est un client qui utilise nos produits. Et un client qui utilise nos produits le recommande. Donc on est dans une chaîne de succès constante. Donc c'est ce à quoi on va s'attacher. Et puis, seconde chose, on avait tout un univers aussi de process qui était jusque-là manuel, qui vont générer bien entendu des évolutions, et dans les métiers, dans l'entreprise, bien sûr, ce que l'on va gérer, ce que l'on va mesurer également, c'est quel est l'impact de cette évolution également en termes de process et de nécessité d'actions à mettre en place pour accompagner nos salariés vers de nouveaux métiers. D'accord, donc des changements en perspective. Pour la DGFiP, en fait, nous avons des bénéfices qui ne sont pas facilement quantifiables sur les aspects, par exemple, administration de services, sur le fait que faciliter la relation du contribuable avec l'administration, ça contribue aussi au consentement à l'impôt, parce que les gens trouvent effectivement les outils qu'ils attendent, les outils qu'ils utilisent par ailleurs pour les autres actes de leur vie. Donc tous ces aspects-là, on parlait aussi du contrôle fiscal, c'est relativement peu quantifiable, mais justement, je voudrais venir sur, et vous avez raison, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs? Et dans ma première intervention, je parlais de diminuer le coût, simplement, de gestion, parce que nous acquérons des milliards de données tous les ans. Et donc, on le retrouve, ça, je les ai recherchés avant de venir, sur ce qu'on appelle le taux d'intervention sur l'impôt. Le taux d'intervention sur l'impôt, c'est le coût de collecte de 100 euros. Donc, pour collecter 100 euros, il y a 10 ans, il fallait dépenser 1,20 €. Aujourd'hui, il faut dépenser 78 centimes. Donc on a un taux d'intervention sur l'impôt en 10 ans qui a diminué énormément et qui correspond largement à cette période de création de la relation digitale avec le contribuable. Derrière, on a aussi 30 000 emplois en moins, sur 130 000. On a 30 000 emplois en moins à la DGFiP qui sont remis à disposition du politique pour qu'il les affecte là où on doit mettre des humains et où les tâches ne peuvent pas être automatisées. Donc là, on a effectivement un bénéfice sur les 10 ans qui viennent de passer, qui est assez remarquable et qui est votre bénéfice puisque c'est votre argent. Donc fort vers oui. La différence de taux d'intervention, là, je l'ai recalculé aussi avant de venir, ça fait à peu près 1,5 milliard par an. Donc là, on parle de sommes vraiment très importantes qui ne sont plus pulvérisées simplement pour acquérir de la donnée et finir par faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Donc là, on voit les effets directs de la mécanisation dont vous parliez tout à l'heure, l'automatisation. Alors voilà, heureusement, on est passé de mécanisation au départ, mais aussi vraiment sur cette période-là, on a vraiment, sur les 10 ans qui viennent de passer, avec le fait de digitaliser les parcours clients, l'usager, de pouvoir faire finalement le travail extérieur pour une partie, eh bien, on a vraiment un bénéfice très net. Et enfin, Christelle, est-ce que de votre côté, des indicateurs clés sont mis en place Ouais, alors des indicateurs, je sais pas. Oui, sûrement, mais pas les mêmes qu'avant. Enfin, pas de rentabilité, en tout cas, sur ces aspects-là. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une stratégie de poursuivre, on va dire, la digitalisation et donc les parcours digitaux des clients, parce que on n'est pas au bout quand même dans le monde de la banque, parce qu'on se heurte à pas mal de contraintes, on va dire, réglementaires, de conformité, etc. Mais au-delà de ça, parce que celle-ci ne m'inquiète pas, ça viendra, on trouvera les solutions, il va rester un investissement quand même à faire relativement lourd pour s'assurer qu'on équipe nos collaborateurs de la même manière. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on fait bien. Donc en fait, on sert bien nos clients, mais on sert pas très bien nos collaborateurs.
qui ont quand même des ressaisies, alors que le client a l'impression que c'est facile puisque je t'ai tout mis là. Donc voilà, bah oui, mais non, ça rentre pas dans les SI. Donc ça ne nous permet pas d'être sûr de la compliance réglementaire non plus. Donc je pense qu'il y a tout un travail de chaînage, de repenser un peu le modèle en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est plus les métiers qui disent comment c'est le mieux de structurer son SI, c'est bien comment en fait il est le plus simple de le structurer pour qu'il simplifie la vie du collaborateur qui le renseigne en fait. Et ça c'est vraiment un changement de façon de le voir. Pour moi la deuxième chose qui change, et en tout cas qui est un enjeu je pense majeur, en tout cas moi j'en suis convaincue, c'est que oui ce sont des investissements colossaux, mais parce qu'on a rattrapé du retard et parce qu'on a fait de l'architecture, je pense qu'aujourd'hui sur tout ce qui bouge très vite, il faut justement savoir ne pas investir trop, mais avec un objectif précis, en se disant que de toute façon, les besoins de demain, je ne les connais pas, donc il faut que je puisse jeter et recommencer. Et je pense que cette agilité-là, elle est vraie pour la technologie, et elle est vraie aussi sur les collaborateurs. Donc il faut aussi qu'on apprenne à être beaucoup plus agile, qu'on apprenne à apprendre, mais qu'on apprenne aussi à désapprendre, et qu'on apprenne à se dire que on s'en fout complètement que ça soit le directeur marketing ou le machin. Et d'ailleurs, moi je rêve du moment où ça ne sera pas un directeur qui prendra, où ça changera régulièrement et où en fait c'est des groupes de travail qui, parce qu'ils ont envie, qu'ils ont une tête bien faite, puisque ce sont nos collaborateurs, qui en fait inventeront voilà, cette étape de juste après. Donc je pense que ça c'est une vraie dynamique sur laquelle en tout cas nous on va investir. Et l'autre évolution, et Renaud en a parlé, pour moi c'est tous ces modes de consommation de nos services ou de nos produits, en fait, ça casse le fait qu'un client appartient à un portefeuille qui appartient à un collaborateur ou à une agence ou à un point de vente. Et ça, il y a vraiment un modèle à réinventer d'animation de nos forces, notamment commerciales, parce qu'effectivement, tous nos suivis, toutes nos rémunérations, on va dire, des actes commerciaux, sont liées à ça. Donc sont liées au rattachement du client à un collaborateur et ou à un point de vente, ce qui est déjà mieux, c'est un peu plus collaboratif. Mais ça, je pense que ce modèle est dépassé. Donc pour l'instant, on pallie en se disant qu'on le double compte ou qu'on le compte que pour le point de vente là, comme ça fait pas concurrence avec. Je pense que là, il y a un autre schéma à travailler. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les compléments par rapport à ces 5 expériences, ces 5 témoignages que nous avons eus? Oui, bonjour Xavier Lassagne. Une petite question pour Christelle concernant vous aviez l'air d'évoquer le digital tout à l'heure comme étant quelque chose de forcément virtuel. Ou plutôt le en ligne comme étant quelque chose de forcément digital. Est-ce que, ou alors j'ai mal compris, est-ce que notamment dans la banque, le en ligne ne veut pas dire digital humain? Est-ce qu'au contraire demain, ça ne va pas casser les frontières, modifier complètement? Est-ce que globalement, on ne peut pas créer une proximité avec son client autrement que géographique? Et est-ce que c'est pas ce qui attend les réseaux demain, bancaires et assureurs? Je pense que, moi je suis convaincue que nous rentrons dans l'ère de l'humain, j'en suis ravie, parce qu'on l'a oublié pendant de très 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 longues décennies. On a optimisé, on a fait des robots, des machines. Je pense que nous revenons dans l'ère de l'humain. Donc non, pour moi le digital, et moi dans le digital je mets le travailler autrement, je mets le comment justement, je partage, mais c'est pas forcément digital. Avec mon collègue d'à côté, je franchis la porte du bureau, voilà, on parlait, pour moi ça change le cadre aussi de travail. Je parlais de télétravail, mais c'était des espaces de coworking. Je pense par contre qu'il faut renoncer à des choses auxquelles on s'accrochait, on s'accroche encore, et des fois en prétendant que c'est le client qui le demande. Je vais citer un exemple. Nous, en fait, on aura toujours des agences, et c'est évident, et d'ailleurs, il faut un conseiller attitré, parce que c'est ce que les clients demandent. Je ne crois pas que ce soit ce que les clients demandent. Les clients, quand moi je les interroge, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se rappelle d'eux,
que ça soit exactement la même personne. Bon, ils préfèrent s'ils l'aimaient bien, c'est mieux. Mais ils comprennent aussi que cette personne, comme elle était bien, elle a peut-être évolué dans sa carrière. Et tant mieux, on est content. Par contre, si moi, je dois raconter mon histoire, alors, mais non, je n'ai plus 2 enfants, j'en ai 4 maintenant. Et non, je ne viens pas pour ce produit-là, mais pour celui-là, et j'ai déjà raconté. Ça, c'est insupportable. Et je pense que ça va plus loin que ça. C'est que ça n'est pas que l'histoire avec la banque qu'on veut qu'on retienne, c'est l'histoire humaine. C'est éventuellement, j'avais l'habitude qu'on m'offre le café, et on ne m'offre pas le café. Ou moi, je préfère en fait que vous m'appeliez jamais entre 16h et 18h. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on se transmet d'un conseiller à l'autre, parce que ça n'est pas le métier bancaire, strictement. Donc, je me suis très mal exprimée si vous avez retenu ça, mais pour moi, c'est tout le contraire. Le digital ne devient plus le devant de la scène, l'humain devient le devant de la scène, et le digital est à son service pour la satisfaction du client. Juste un petit retour d'expérience, ce que vous décrivez, c'est ce qui est contenu dans les cardex dans l'hôtellerie de luxe. Parce que c'est ce qu'attend un client dans le luxe. Qu'on se rappelle qui il est, qu'il veut un oreiller de telle taille, qu'il veut des roses quand il arrive, c'est ça qu'on attend. Le client, c'était aussi une réaction par rapport à ce que vous disiez. On s'est beaucoup tourné sur le client à l'extérieur, mais je considère que le client, le collaborateur, est aussi un client. Et malheureusement, on ne le traite pas au même niveau. Et si on loupe ça, on se retrouve comme tous, on a tous connu ça dans le train, d'être au courant avant le contrôleur du problème qui fait que le train est arrêté. Et ça nous a tous agacés. Dans le point que j'ai donné tout à l'heure, c'était vraiment ça, c'est faut arrêter de ne penser que d'abord au client. C'est ultra désagréable d'être celui qui reçoit le client et d'avoir 10 fois moins d'infos que lui. Alors, je sais que la réglementation l'interdit pour un certain nombre de choses, mais il y a quand même des limites à l'exercice. Donc oui, moi je pense que le self-care c'est bien, mais c'est bien pour le collaborateur et pour le client, quitte à ce que on ne livre pas tout de suite pour le client certaines choses parce qu'on n'a pas encore pu soit accompagner le collaborateur, soit lui donner quelque chose qui va lui permettre d'être encore dans sa position de « puisqu'on vient me voir, je dois avoir une compétence, je dois avoir une connaissance, je dois avoir une expertise qui va aider. Donc il faut que je sois plus en proactivité que toi. Sinon, je suis forcément en position de faiblesse. Et je pense que nombre de nos entreprises ont mis leurs collaborateurs involontairement, c'est pas machiavélique, mais en position de faiblesse, en courant après le train, pour reprendre la métaphore. Et oui, je suis convaincue qu'il faut réinvestir sur les collaborateurs. Un collaborateur insatisfait, il va avoir du mal à satisfaire un client avec les meilleurs produits, les meilleurs outils de la Terre. Je crois que c'est pas possible. S'il y a un livre que je pourrais recommander ce soir sur cette thématique, certains d'entre vous le connaissent peut-être, un livre qui s'appelle Customer First, Employee First, Customer the Second. Alors j'ai oublié le nom, allez voir sur internet, l'auteur est... Vinit Nayar. Merci. Eh ben, c'est exactement l'illustration de ce que tu expliques, une démarche entamée en 2001 de mémoire. Et 17 ans plus tard, on en parle encore. Encore une dernière question. Oui, bonjour. Justement, pour rebondir sur ce manque d'équipement des collaborateurs, est-ce qu'avec l'outil Calibrate, vous mesurez l'évolution des usages de terminaux personnels dans un cadre B2B? Pour ce qui est de Calibrate, l'outil est utilisé au sein d'un service en particulier, qui est d'abord le retail, puisqu'on voit l'intérêt pour le commerce. On pourra après, plus tard, peut-être l'étudier et le mettre en place pour le bureau ou le logement, pour accompagner les programmes de développement. Donc, l'outil est effectivement installé auprès de chaque collaborateur qui est amené à l'utiliser.
Alors ensuite, selon les appétences de chacun, tout le monde ne souhaite pas forcément évoluer vers ce domaine d'intervention. Donc on l'intègre, donc il est dans les outils qu'on met à disposition des collaborateurs. Et la relation avec le client, on le partage via des liens en fait, qui permettent au client d'avoir y compris accès au dashboard qu'on produit, qu'on réalise pour lui, pour qu'il ait la main aussi sur des indicateurs, qu'il puisse aller zoomer sur un élément précis qui l'intéresse. Donc l'interactivité, elle passe par là, c'est la mise en place en ligne du dashboard, du résultat que le client peut utiliser et communiquer avec le consultant, en fait, nous, chez CPRE, pour ajuster s'il faut ou aller plus loin dans les études et dans l'analyse. Merci à tous pour votre attention et vos questions. Donc on voit bien que la digitalisation du parcours client, exactement le client devenu digital, ne signifie pas la virtualisation de la relation client, mais bien le retour de l'humain, mais avec une organisation qui a été percutée par cette digitalisation, qui doit retrouver son sens, qui doit gagner en porosité, en agilité, mais qui doit toujours essayer de penser pour le client final, mais également pour ceux qui sont en contact, en relation avec la valeur qui est créée par l'entreprise auprès du client. J'espère que ces témoignages vous auront éclairé. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir prendre une petite collation alcoolisée ou non pour ce débat. Merci.